Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Elodie Luet. J'ai plusieurs casquettes en relation avec Bitcoin. Donc, certains me connaissent. Donc, je vais présenter mon activité, mais surtout, je vais vous donner un retour. Je trouve intéressant, comme là, il y a vraiment que des personnes qui connaissent pour la plupart. Un retour, en fait, sur le fameux débat qu'on a dans la communauté Bitcoin. Est-ce que Bitcoin est un moyen de paiement ou une store of value? C'était pas du tout prévu, mais hier, j'ai eu une conversation dans le cadre d'une de mes activités avec Bitcoin, qui est mon podcast Effet 21, avec quelqu'un qui vit au Burundi. Et je me suis dit, tiens, j'allais en parler aujourd'hui avec vous, parce qu'on a souvent cette question dans la communauté, est-ce que Bitcoin, il faut l'utiliser pour payer, ou est-ce qu'il faut l'utiliser pour le garder sur le long terme pour toujours et au-delà. Donc, avant de démarrer sur cette partie-là, donc mon entreprise, je suis en train de la renommer, hein, donc d'autres la connaissent sur le nom de SkyWallet, donc je la renomme en Effet 21 Conseil pour avoir une portée un peu plus internationale, donc spécialisée dans l'accompagnement des entreprises sur Bitcoin et les stablecoins, et ça peut se matérialiser par on va dire plusieurs choses. Donc, dans une entreprise, on peut avoir besoin d'utiliser Bitcoin pour valoriser une trésorerie, pour accepter les paiements, et les stablecoins, souvent, pour les entreprises qui exportent à l'étranger, ça va être vraiment, on va dire, un moyen qu'elles vont utiliser beaucoup. Donc, bon, là, j'ai complètement passé la présentation. Donc, fondatrice de Effet 21 Conseil et du podcast. Il y a aussi le sommet Bitcoin francophone que j'ai lancé cette année. Donc, il y a un tour du monde francophone autour de Bitcoin. Donc, la première édition a eu lieu cette année. Donc, l'objectif, c'est de réunir toute la francophonie autour du Bitcoin. Donc, un week-end où on parle de Bitcoin. Voilà, c'est ça. On parle de Bitcoin à travers toute la francophonie, donc Europe, Amérique et également Afrique. Donc, au niveau des paiements, il y a un vrai constat. Donc, c'est que les paiements en carte bancaire, ils coûtent cher. Donc, 2 à 4 ça dépend en fait si on a la capacité de bien négocier avec sa banque ou qu'on est dans on va dire une fédération de commerçants. Donc, pour certains petits commerçants, ça peut être très cher, notamment ceux qui font du commerce en ligne, donc ils vont utiliser du Stripe ou du PayPal. Les 4%, on les touche vraiment en fait, quel que soit le volume. Donc, c'est vraiment, on va dire, un point de dépense coûteux. Ensuite, ceux qui font les paiements internationaux, donc typiquement une entreprise qui va faire de l'import-export, je sais pas, au Congo ou même en Asie, ils ont des problèmes de délai. Mais en réalité, c'est pas le point le plus dur pour eux. Ce qui est compliqué en fait pour ces entreprises, parce qu'elles ont déjà l'habitude d'attendre longtemps. Ce qui est compliqué, c'est la prévisibilité. C'est-à-dire que elles savent pas si ça va durer 3 ou 5 jours ou 10 jours. Donc, en fait, au niveau opérationnel, ça devient compliqué parce que souvent, on attend que l'argent arrive pour acheter des matières premières ou pour exécuter une commande. Donc, ça devient aussi une problématique opérationnelle. Ensuite, les frais peuvent être variables et il faut savoir que le système monétaire mondial, il est très fragmenté. Donc, il y a des corridors dans tous les sens et chaque corridor a son lot de délais, de frais, de vérification. Donc, une entreprise peut se retrouver à payer 10% pour un virement international, attendre 15 jours. Et il y a certains pays où c'est carrément en fait un manque de devises. Donc ça, c'est souvent le cas pour les pays qui sont dans la zone CFA. Donc, il n'y a pas de devise. Donc, tu demandes des euros ou des dollars pour acheter quelque chose. Il n'y en a pas. Donc, il faut attendre et tu ne sais pas combien de temps attendre. Donc, pour ces entreprises-là, ça représente un gros problème. Donc, dépendance au système bancaire, exclusion des marchés où les banques ne sont pas présentes. Donc, typiquement, ça, c'est le cas en fait au Congo. Il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissaient Gloire. Donc, il m'expliquait très souvent que justement, il y a des endroits où les banques sont fermées. Donc, on est un peu coincé, manque de visibilité, la fragmentation du système monétaire. Donc, c'est justement partant de ce constat-là que j'ai lancé mon entreprise, donc à destination de qui? Souvent les DAF. Donc, eux, ils ont ce problème-là, en fait, sous le nez tous les jours, les CEO et les dirigeants. Donc, eux aussi, ils comprennent bien, en fait, ces différentes problématiques, et les commerçants et PME, donc, qui, eux, vont avoir des problématiques différentes. Donc, pour revenir à l'histoire que je vous racontais au début par rapport au Burundi, c'est que, typiquement, Bitcoin, euh, au Burundi, eux, ils le voient pas du tout, en fait, comme une store of value. Pour eux, c'est un moyen d'échange parce que leur monnaie n'est pas reconnue sur le marché de change international. Donc, une entreprise qui est là-bas et qui reçoit un touriste a plus intérêt à accepter Bitcoin que d'attendre que le touriste aille échanger en fait ses devises contre le franc burundais. Et une entreprise qui exporte
ou qui fait de l'import-export tout simplement là-bas, en fait, typiquement utilisent Bitcoin ou les stablecoins parce que bah, leur monnaie, on va dire, c'est comme des billets de Monopoly, c'est vraiment que pour le commerce interne. Donc, ils ont vraiment une utilisation orientée sur bah, l'international. Et il y a pas mal de pays en Afrique où c'est comme ça. En France, c'est différent. En France, on a des gros freins à l'utilisation de Bitcoin comme moyen de paiement. Un, parce que beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas ce que c'est ou pensent même que c'est illégal. Donc, qu'ils se disent, bah non, c'est pas légal en fait de l'accepter. Or, pourtant, bah, on est ici aujourd'hui dans une entreprise qui accepte d'être payé en Bitcoin, donc c'est tout à fait légal. Donc, il y a plusieurs barrières en fait qui vont faire que, bah, déjà du côté commerçant, ça coince parce que bah, manque d'information, de formation. Pourtant, il y a des outils qui permettent de le faire de façon très simple. Ensuite, il y a le côté des idées reçues sur la fiscalité et la comptabilité. Donc, une entreprise va se dire, d'un point de vue fiscal, ça va être compliqué, comptablement, c'est ingérable. Or, bah, typiquement, si l'entreprise choisit de convertir directement en euros, bah, le sujet n'existe pas. Et au niveau de l'ANC, bon, c'est vrai que souvent, on critique, bah, comme c'est notre pays, on critique beaucoup la France, mais pourtant, l'ANC, ils ont été très avant-gardistes. Aujourd'hui, en fait, au niveau des normes comptables, en France, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir déclarer du Bitcoin dans les comptes de son entreprise et fiscalement. Après, la fiscalité, on peut la trouver absurde, mais en tout cas, elle est claire et lisible. Et du coup, bah, il y a tout ce qu'il faut d'un point de vue comptable et fiscal pour que ça soit inscrit dans une entreprise. Mais ça, bah, tout le monde n'est pas forcément au courant, donc il y a un frein de ce point de vue-là. L'autre frein, il est vraiment au niveau maintenant de ceux qui vont payer en Bitcoin. Donc, ça veut dire que nous les Bitcoiners, donc, bah, fiscalement, c'est chiant parce que bah, c'est un fait générateur d'impôts. Donc, du coup, on est embêté. Pour autant, côté commerçant, il y a aussi un avantage. C'est-à-dire que si quelqu'un avait déjà décidé d'utiliser ses plus-values en Bitcoin pour acheter quelque chose, il aura plus tendance à aller le faire chez un commerçant qui accepte du Bitcoin plutôt que de vendre ses Bitcoins, les faire repasser par la banque et ensuite venir les dépenser. Donc, pour le commerçant, il peut capter en fait ces personnes qui avaient de toute façon décidé de vendre une partie de leur Bitcoin pour acheter quelque chose. Ensuite, côté, on va dire, des bitcoiners, ceux qui vont payer en bitcoin, bah, il y a aussi la visibilité de ces commerçants. Donc, c'est-à-dire pouvoir vraiment savoir que bah, il y en a très peu aussi des commerçants qui acceptent les paiements en bitcoin. Donc, bah, souvent, il y a des solutions, bah, on devait en parler aujourd'hui, je crois, comme Bitrefill, ou on va trouver d'autres solutions pour dépenser nos bitcoins parce que bah, on voulait s'acheter un PC, mais dommage, voilà, le commerçant n'accepte pas, donc je vais passer par plusieurs autres moyens pour acheter, pour dépenser mes bitcoins. Donc voilà un peu les difficultés pour, en tout cas, la France pour accepter les paiements en bitcoin. Mais je disais que pour autant, les commerçants ont un intérêt à le faire. Donc soit pour capter une clientèle qui ne serait pas venue autrement, soit pour certains, et j'ai accompagné un client comme ça qui me disait, lui, c'est une façon pour lui de faire du DCA en fait sur du Bitcoin, donc de capter un peu de Bitcoin. Donc, il vend des produits, il sait qu'il n'aura pas beaucoup de ventes là-dessus, mais à chaque fois que quelqu'un paye en Bitcoin, il garde le Bitcoin en fait dans sa trésor parce que il se projette en fait sur le long terme. Ensuite, il y a un autre besoin pour les entreprises. Bah, ça, je l'avais pas forcément capté en fait en commençant ma boîte, mais c'est sur le terrain que je m'en suis rendu compte. C'est qu'il y a certaines entreprises qui ont un intérêt à avoir du Bitcoin dans leur trésorerie. Et là, en fait, on tombe sur des chefs d'entreprise qui connaissent déjà Bitcoin et qui se disent la fiscalité des particuliers, elle est beaucoup plus lourde que la fiscalité entreprise. Donc, si je veux acheter du Bitcoin, j'ai plus intérêt à le mettre en fait dans ma boîte parce que bah, je vais cumuler en fait la plus-value des bitcoins et mes charges. Donc, à la fin, je peux payer beaucoup moins d'impôts en fait sur ma plus-value si je vends mon bitcoin et je peux le faire monter dans une holding par exemple. Donc, ce qui va faire que je vais écraser un peu de plus-value. Donc, puis je peux déduire en fait d'autres. Par exemple, si on fait du mining à l'intérieur de la boîte, on peut déduire les machines de minage. Donc, il y a des gens qui sont plutôt dans cette optique de se dire, bah, détenir du Bitcoin dans ma société, ça va me permettre de réduire en fait le frottement fiscal. Donc ça, c'est aussi une. Les moins-values, on peut les reporter chaque année avec le Bitcoin. Ouais. En entreprise. En entreprise, voilà. Voilà, donc du coup, il y a des gens qui font le calcul en se disant, bon, je vais plutôt mettre l'argent dans ma société, acheter du Bitcoin avec, plutôt que de l'acheter côté particulier parce que bah, c'est plus contraignant fiscalement. Donc, du coup, les solutions qui sont proposées aux entreprises, il y en a plusieurs. Souvent, Bitcoin on-chain, j'ai accompagné un client comme ça, plutôt que de lui installer une solution, par exemple, comme Lizzy ou Sus Bitcoin Pay, Bitcoin on-chain était plus intéressant. C'est-à-dire que, parce que lui, bah, il vend des maisons.
donc le panier moyen, il est élevé. Il n'est pas à 10 minutes près, en fait, à attendre que ça se passe, en fait, sur la blockchain. Donc, il n'a pas besoin que quelqu'un génère un QR code, etc. Donc, il a directement son portefeuille où quelqu'un peut lui envoyer du Bitcoin directement sur la blockchain Bitcoin. Ensuite, on a le Lightning Network. Donc, lui, il va être plus adapté, en fait, pour un commerce comme ici, où on va pouvoir faire des achats, bah, on va dire, soit entre 100 euros, 1000 euros, même un peu plus. Mais pour des gros montants, 100 000 euros, 150 000 euros, c'est mieux d'aller directement sur du Bitcoin, on va dire, on-chain. Ensuite, les stablecoins, eux, ils sont plutôt adaptés pour le B2B. Donc, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui veulent payer une facture, je ne sais pas, à l'autre bout de la planète. Ils auront plutôt tendance à préférer les stablecoins que Bitcoin. Même si souvent, en termes de frais, Lightning peut être plus intéressant, ils vont préférer les stablecoins parce que justement, ils sont déjà tellement traumatisés par les frais de change en fait sur le marché des devises. Ils préfèrent quelque chose en fait dont la valeur ne fluctue pas face au dollar notamment. Et donc, pour ce faire, je passe par des partenaires. Donc, des fois, si c'est on-chain, il n'y a pas de partenaire. Hein. C'est directement, en fait, on installe le wallet. Ou sinon, des partenaires tels que la banque de Lubac, Swiss Bitcoin Pay, Lizzy ou CryptaPay, en fait, pour l'Afrique. Donc, ces solutions-là, elles ont divers avantages et inconvénients. Donc, Swiss Bitcoin Pay, c'est full Bitcoin. Donc, notamment, en fait, pour le cas d'usage que je vous expliquais, le commerçant qui veut plutôt garder du Bitcoin en trésorerie, donc lui, Swiss Bitcoin Pay va être super intéressant pour lui. Parce que, en fait, quand tu ne convertis pas en Bitcoin, tu as quasiment zéro. Quand tu ne convertis pas en euros, tu as quasiment zéro frais. Donc lui, ça lui permet on va dire, de capter du Bitcoin quasiment sans frais. Et il y a un wallet en fait qui peut être intégré dedans, donc ça lui permet de conserver ses bitcoins. Ensuite, il y a BTC. Comment? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, franchement, pour quelqu'un qui veut conserver du bitcoin, c'est top. Ensuite, il y a BTC Server, mais ça nécessite quand même de mettre la main un peu dedans, donc c'est un peu plus technique. Ensuite, il y a Lizzy. Donc, Lizzy, par exemple, c'est la solution que j'ai installée ici. Donc, elle va être intéressante pour la conversion automatique en euros, parce qu'elle va être moins chère en fait que Swiss Bitcoin Pay là-dessus. Donc, un commerçant qui veut convertir tous les paiements reçus en euros, Lizzy va être plus intéressant. Et ils acceptent aussi les autres crypto. Donc, quelqu'un qui veut accepter aussi du stablecoin, il va plutôt avoir intérêt à installer Lizzy. On peut le faire aussi avec BTC Server, mais ça nécessite quand même une installation, alors que là, c'est plug and play. Et le Lightning Network, donc en fait, ça va dépendre aussi. Il y a certains commerçants, eux, juste avec un wallet of Satoshi ou un Blink ou comme ça, ils se débrouillent très bien. Donc, limite, à la rigueur, eux, ils n'ont vraiment pas besoin de moi. Juste quelques conseils, en fait, sur la partie comptabilité. Mais ils peuvent très bien se débrouiller avec un wallet of Satoshi et accepter les paiements directement. Voilà, c'est ça. Donc, eux, ils sont vraiment déjà à un autre, ils sont à un autre stade. Ça, j'en ai parlé. Donc, les paiements internationaux, les obligations fiscales, les limites actuelles des commerçants. Donc, ça, c'est le sujet que j'ai évoqué. Et puis, du coup, comment je fais ça? En 3 étapes très simples. Donc, la première étape, c'est le diagnostic. Donc, comprendre de quoi il s'agit. Donc, est-ce que le client en a vraiment besoin? Est-ce que c'est quoi ces flux? Et puis souvent, en discutant avec les clients, ils me disent, moi, je veux pas, enfin, j'ai envie d'avoir du Bitcoin, mais je veux pas accepter en fait d'être payé en Bitcoin. Je préfère plutôt en acheter avec un excédent de trésorerie parce que voilà, je préfère c'est ça, les avoir comme ça. Ensuite, après, on passe à la phase de déploiement. Donc, c'est installer la solution, tout simplement, en fonction de la solution qui est choisie. Et puis, pour certains clients, faire de la veille, en fait, après, s'ils ont des questions ou les aider aussi sur comment, justement, être visible de la communauté Bitcoin. Parce que je pense que c'est la partie la plus compliquée. C'est-à-dire, accepter les paiements en Bitcoin, on installe la solution. C'est fait. Mais maintenant, une fois que c'est là, comment rentabiliser cet investissement, faire en sorte que des gens soient au courant qu'ils peuvent payer de cette façon et puis petit à petit les attirer vers soi.